Amis de l'isolation galvanique, bonjour. Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur cette notion avec un petit peu plus d'explications et de détails. Et vous verrez en fin de la vidéo pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, voyons cela. Alors, on va tout faire avec l'ardoise magique. Alors, on peut parler d'isolation galvanique dans quel cas? On peut parler d'isolation galvanique quand ici deux systèmes, quels qu'ils soient, n'ont aucune liaison électrique entre eux. Voilà, en gros, hein, si on schématise, voilà, il n'y a pas de fil entre les deux, quoi. Je veux dire, il y a aucun moyen de faire passer ici du courant. On peut aussi le dire de notre façon, hein, c'est-à-dire que si par exemple je mets ici un ampèremètre, ici une source de tension entre les deux, hein, que ce soit dans un sens ou d'un autre, eh ben l'ampèremètre ici sera toujours à 0. Voilà, c'est ça qui dit qu'il y a une isolation galvanique. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transfert d'énergie entre les deux, comme on va le voir, mais voilà, ça veut dire qu'ici, c'est complètement isolé. Donc voilà, en gros, ce qu'on va dire de la définition de la chose. Alors, maintenant qu'on voit un petit peu ce que c'est, posons-nous la question de à quoi ça sert. Ça sert à plein de choses, mais je vais vous citer ici deux utilisations très courantes de ça. La première, c'est de la sécurité. On en a déjà parlé hein, en France, ce qu'on appelle le secteur, hein, le 240 volts. Ici, il est fait ici à ce qu'on appelle un régime de neutre. Donc ici, au niveau du distributeur EDF, ici, le neutre ici est relié à la Terre. Ici, on a la phase, hein, donc 240 volts. Éventuellement ici, un disjoncteur différentiel, hein, qui fait que si à un moment donné, le courant qui rentre ici ne ressort pas par là, ça va le couper. Et on considère derrière que les utilisateurs ici, ils sont ici à la Terre. Ce qui fait que si à un moment donné, l'utilisateur ici touche la phase, eh ben, le courant va avoir tendance à passer à travers son corps, hein, ce qui n'est pas une très bonne chose. Alors, ça fera normalement sauter le différentiel, mais enfin, avant de faire sauter le différentiel, ça peut quand même faire du dégât de façon assez forte. Donc c'est ici que d'avoir une isolation galvanique, c'est très intéressant. Si ici, je mets deux systèmes qui sont isolés galvaniquement, voilà, à ce moment-là, on voit que si le petit bonhomme, il touche ici, cette partie-là, eh ben, comme il n'y a aucun point commun, il touche quelque chose qui est, je veux dire, en l'air quelque part, et donc il n'y a plus du tout aucun danger pour le faire. Pourquoi? Parce qu'on voit que justement, il n'y a aucune liaison ici. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transfert d'énergie entre les deux, mais ça veut dire que par rapport à la Terre, c'est-à-dire que le petit bonhomme considère qu'il est à la Terre, et ben voilà, il n'y a aucune chance ici de trouver ici du courant. Donc ça, c'est une des premières utilisations. Bon, prenons le cas où, par exemple, ici, j'ai du 12 volts. Voilà, et ici, je prends ces petits convertisseurs chinois que je vous ai déjà montré, ce qu'on appelle step-down, ici, qui donnent du 5 volts. Ces convertisseurs-là n'ont pas d'isolation galvanique. C'est-à-dire, généralement, la masse ici, là, le moins est commun. Si, par exemple, je voulais avoir du moins 5 volts à partir d'un tel convertisseur, ben, je serais très embêté. Pourquoi? Parce que pour avoir ici hein, du moins 5 volts, il faudrait que je relie ici le plus, je veux dire, à la masse ici de l'entrée, et ben, on voit tout de suite que ça court-circuite ici la sortie. Donc ça, c'est pas possible. Si maintenant, par contre, j'utilise, ici j'ai du 12 volts, un petit convertisseur ici isolé de 5 volts, voilà, on voit qu'ici, il n'y a plus du tout de notion commune. C'est-à-dire que ce truc-là, c'est comme une pile, il est complètement flottant. Donc maintenant, je peux très bien relier ici le plus, ici au moins. Hein, si je considère que ça, c'est ma référence, et bien maintenant, quelque part, ici, j'aurai du plus 12 volts, et ici, ben, j'aurai du moins 5 volts. Ici, voilà. C'est un des autres attraits, par exemple, d'avoir de l'isolation galvanique. Après, ça réduit aussi les boucles de masse, des choses comme ça. Enfin, quelque part, la notion qu'il faut se rappeler, c'est qu'une isolation galvanique fait qu'à un moment donné, un système devient complètement ce qu'on appelle flottant, indépendant. Donc voilà, il y a plein ici d'usages de ça, on utilise ici tous les jours. Alors maintenant, ce qu'on peut dire aussi sur l'isolation galvanique, c'est que malheureusement, elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire que si ici j'ai deux systèmes, hein, en théorie, hein, et ici, donc il n'y a aucun point commun entre les deux, ils sont complètement ici isolés. Dans la réalité, c'est malheureusement pas vrai. Hein. Comme disait je ne sais plus qui, moi je voudrais bien vivre en théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien. Mais en pratique, si ici on mesure avec l'appareil qui va bien, la résistance, hein, ce qu'on appelle la résistance d'isolement quelque part, et bien ici on trouve une valeur qui est généralement très haute, hein, qui est supérieure à plusieurs mégohms, mais ici, voire gigohms, hein, mais qui ici quand même n'est pas complètement affine.
Et surtout, il y a toujours ce qu'on appelle une tension max, une tension de claquage en quelque sorte. Alors c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo, mais au bout d'un moment, si la tension ici entre les deux atteint un certain seuil, et bien ici il va se passer des problèmes. La résistance ici quelque part elle va diminuer, voire devenir négative. Il va y avoir par exemple un amorçage, un éclair, quelque chose qui fait que il n'y aura plus du tout cette isolation galvanique. C'est pour ça que par exemple sur des photocoupleurs ou sur n'importe quel système, même des transfos, et ben dans les specs on dit la tension ici entre les deux ne doit pas dépasser une certaine valeur sous peine ben, d'avoir un problème. Enfin, je veux dire, le système n'assurera plus cette isolation galvanique. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut voir dans la réalité. La troisième, c'est que souvent ici on résonne en continu, mais si on résonne en alternatif, selon la fréquence, il peut se passer des choses. Pourquoi? Parce que souvent il y a des couplages ici capacitifs parasites qui font que le système il n'est pas si isolé que ça. Alors maintenant, comme on l'a dit, ça n'empêche pas le transfert d'énergie. Quand on a deux systèmes comme ça qui sont séparés, généralement, qu'est-ce qu'on veut faire passer ici entre les deux? Eh ben, c'est soit de la puissance, de l'énergie, c'est le cas d'une alimentation d'ordinateur par exemple, on veut l'isoler galvaniquement du secteur, mais on veut quand même qu'ici j'ai des ampères quelque part qui viennent de là, ou alors on veut transmettre de l'information. Or, c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo, mais on peut considérer que transmettre de l'information, c'est transmettre de l'énergie quelque part. Alors, dans des proportions bien moindres que quand c'est pour faire de la puissance, mais ici de l'énergie. Alors comment on peut faire ça? On va regarder un petit peu les méthodes les plus couramment utilisées, et à tout seigneur, tout honneur, celle qui est utilisée depuis, je veux dire, quasiment les débuts de l'électricité, c'est le transformateur. L'idée, c'est quoi, hein, un transformateur? Voilà. C'est quoi? C'est un bobinage, alors qui peut être en l'air, mais généralement qui va être sur un noyau, je veux dire, ferrique, de façon à améliorer ici le flux. Mais l'idée, c'est quoi à la base? C'est de transformer une variation de courant ici dans une variation ici de flux à l'intérieur ici de ce matériau. Et comme c'est une réaction réversible, la variation de flux ici régénérera ici un courant dans le secondaire. Sachant que selon le rapport du nombre de tours ici, la puissance quelque part elle reste constante, enfin moins les pertes, mais on peut ici avoir en plus de tension et moins de courant, ou plus de courant ou moins de tension. Donc voilà, ça c'est le principe de tous les transformateurs. Et c'est utilisé pour tout. Voilà, ici on voit un petit transformateur, typiquement, ça assure bien une isolation galvanique. Ici on a un petit transformateur qui est utilisé dans les lignes téléphoniques. C'est pareil, l'idée est d'avoir une isolation galvanique. Alors ça c'est plus pour passer de l'info que de la puissance, mais ça reste un transformateur. Un bête petit même système comme ça, voilà, on voit ici deux bobines sur une torme qui sont isolées galvaniquement, c'est aussi un transformateur. Donc ça c'est utilisé de plein de façons différentes, et c'est vraiment, enfin je dirais, le système le plus utilisé à mon avis pour faire de l'isolation galvanique. Après il y en a d'autres. Un système qui est très utilisé, c'est la lumière. Alors pour la lumière, c'est quoi l'idée? C'est si ici je mets une lampe, et ici je mets un panneau solaire, on voit qu'il n'y a aucune liaison entre les deux, mais qu'encore une fois, ici, j'ai transfert d'énergie. Si ici j'allume ma lampe, ça fera ici dans le panneau solaire une tension ici qui est récupérable. Honnêtement, le rendement de ça, c'est vraiment pas terrible. Alors on l'utilise plus en effet pour l'information. L'information, c'est un photocoupleur par exemple, qui généralement c'est une LED comme ça, qui va commander ici un phototransistor. On voit ici que l'isolation est galvanique, est aussi parfaite, du fait qu'il n'y a aucune liaison et que c'est la lumière qui donne l'information. Par contre, ici, on voit que c'est passif, c'est-à-dire que le phototransistor ici, si lui-même n'est pas alimenté par une source, ne fonctionnera pas. Mais ça n'empêche pas que ça reste un système galvaniquement isolé qui est fait comme ça. On peut imaginer les fameux transducteurs à ultrasons, par exemple. Là, c'est pareil, le média ici, c'est le son, mais on voit que pour que ça fonctionne, il n'y a pas besoin ici de liaison entre les deux. Alors, il y a plein d'autres exemples mécaniques. Typiquement, je peux avoir ici un moteur, voilà, qui entraîne ici un générateur. Les deux vont être complètement isolés ici. Voilà, donc on voit ici cette notion d'isolation galvanique, qui est quelque chose de particulièrement important. Alors pourquoi aussi je vous parle ici d'isolation galvanique? Parce que ça peut aussi avoir une importance qui est importante au niveau des mesures. En effet, quand on va mesurer une tension, par exemple, on va mesurer une tension par rapport à deux points ici,
je veux dire, dont un est pris comme référence. Et on va dire ça, c'est la référence du système. Et ici, j'ai une tension V que je veux ici mesurer. Donc jusque-là, il n'y a absolument aucun problème pour faire ça. On va dire, il suffit de mettre un voltmètre ici. Ok, jusque-là, ça va bien. Mais, encore une fois, si j'ai ici un système de mesure, par exemple un oscilloscope, dont la masse ici de l'entrée ici est reliée à la Terre, à ce moment-là, hein, encore une fois, il faut se poser la question de quel est le potentiel de ce point-là par rapport à la Terre. Si il est relié ici, et donc on est relié comme ça, il n'y a aucun problème, ici ça va le faire. Mais il n'y a rien qui prouve ça. Si ça se trouve ici, c'est pas relié. Et si ça se trouve, même ce potentiel-là à la Terre, il est à une tension qui peut être très élevée. Ça vient peut-être d'un appareil de mesure ici, où par rapport à la Terre ici, il est à 1000 volts. On voit ici qu'il y a forcément un problème, parce que si je relie ce point-là, ça va faire des bêtises. Donc c'est ici aussi qu'on peut se dire d'avoir une isolation galvanique, c'est vachement intéressant au niveau de la mesure. Ça veut dire que si ici je mets ce système d'isolation galvanique et qui m'assure d'avoir la même tension en sortie ici que là ou dans un rapport qui est connu, je vais pouvoir faire une mesure en m'affranchissant justement de toujours encore ce qu'on appelle la tension de mode commun qu'il peut y avoir entre le système que je mesure et ça. Autre intérêt, je vous l'ai déjà montré, c'est que si ici j'ai un système comme ça avec n'importe où une résistance que je veux mesurer, l'avantage d'avoir une isolation galvanique par rapport ici à mon système de mesure, c'est que ça rend complètement ici cette mesure-là flottante par rapport à celle-là. Donc le potentiel que peut avoir ce truc-là par rapport à la Terre, j'en ai plus rien à faire parce que j'ai ici une isolation galvanique. Donc une des façons de faire des mesures comme ça, en s'affranchissant de ce genre de choses, c'est justement d'utiliser un système de mesure qui fait une isolation galvanique. Alors le problème, c'est que faire ça, c'est pas très facile. Si on veut faire un système de mesure qui fait ici une isolation galvanique, il faut qu'il soit linéaire, de façon à ce que si ici je mesure une tension d'1 volt, ici ils mettent 1 volt, et ici 100 volts, ils mettent 100 volts, c'est-à-dire que la variation ici de tension en entrée correspond bien à une variation ici en sortie qui est linéaire. On voit bien que si à un moment donné il y a de la distorsion, il y a des endroits où j'aurai une mesure soit en dessous, soit en dessus. Donc il faut quelque chose qui soit donc linéaire. Il faut quelque chose qui, si possible, ait une grande dynamique. Parce que si je peux mesurer avec des tensions entre 1 volt et puis 1 volt 1 pour que ça soit linéaire, ça réduit vachement le champ. Et surtout, après, il y a le côté dynamique. Il faut, si possible, que si je veux mesurer autre chose que du continu, j'ai une réponse en fréquence qui soit, je veux dire, au moins compatible avec ce que je vais faire. Donc d'avoir une bande passante. Or, avoir un système d'isolation galvanique parfait, ici, qui alloue donc de la linéarité, de la dynamique, et une bonne réponse en fréquence, puis si possible une réponse, je veux dire, plutôt plate, ici, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. On pourrait dire, il suffit de mettre un photocoupleur, non, parce qu'un photocoupleur, s'il y a quelque chose qui n'est pas linéaire, c'est ça. Alors c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo, on peut faire des tas de choses, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement complexe à faire, et donc c'est pas forcément ce qu'on fait. Une des solutions, et encore une fois j'en reparlerai dans une fois, c'est justement d'utiliser ce qu'on appelle une sonde différentielle, qui a une telle impédance d'entrée qu'en fait elle perturbe peu ici le montage qui est vu, et je rappelle que le système différentiel ici va donner une tension ici par rapport à une référence en sortie qui dépend que de la différence entre les deux ici. Et ça permet éventuellement de se passer de cette isolation galvanique. Vu que l'impédance d'entrée ici est très forte, je dis que voilà, il y a très peu de courant qui va passer ici, ce qui fait que à la limite, même s'il y en a un tout petit peu, même par rapport à cette référence-là, je veux dire, il ne sera pas gênant. Donc voilà ici une des raisons d'être des sondes différentielles qui ne sont pas isolées galvaniquement, mais qui permettent ici de faire des mesures. Voilà pour ces explications, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors pourquoi justement j'ai voulu faire aujourd'hui cette vidéo? Vous êtes nombreux à vous intéresser au sujet justement des sondes différentielles, et un des problèmes des sondes différentielles, c'est que ça coûte très cher. Et donc, surtout pour un usage, on va dire, un petit peu occasionnel, c'est quand même un gros investissement. Et vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé éventuellement de vous donner un schéma ou voilà, une réalisation d'une sonde différentielle, peut-être limitée par rapport à des professionnels, mais qui permettrait, je veux dire, au moins de faire, je veux dire, des mesures de base et surtout
plutôt une utilisation dans le sens de dépannage, surtout des alimentations à découpage ou de choses comme ça. Donc, je vous cache pas que je suis en train d'y réfléchir, hein, de pouvoir vous proposer un tel schéma avec des composants, je veux dire, relativement simples à faire et voilà, une réalisation qui n'est pas une usine à gaz. Donc, le cahier des charges, c'est que ça soit le plus simple possible. Et donc, cette vidéo vient un petit peu en introduction à ça. Avant d'ailleurs de vous la présenter, je vous en ferai sans doute une autre qui parlera de ce qu'on appelle les amplificateurs d'instrumentation, qui sont des amplificateurs très utilisés et qui sont par nature, on le verra, des amplificateurs différentiels, et je vous en présenterai aussi certains, et je vous montrerai aussi que, indépendamment de faire des mesures comme ça, je veux dire, différentielles, surtout sur des trucs, je veux dire, à haute tension, ça a plein d'autres applications. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Pour ma part, ça s'est plutôt bien passé. Donc, voilà, j'en ai encore un à faire, et puis après, il va peut-être falloir que je me calme un peu sur la bouffe, parce que pour mon diabète, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Eh, tiens, Maurice, alors toi, t'as bien réveillé? Oui, moyennement, avec pincette, qu'est-ce qui se passe? Ça te fait la gueule. Ah, et alors pourquoi ça te fait la gueule? Tu sais pas? Eh ben, c'est le problème avec les femmes, mon petit gars, hein. Comme on dit souvent, derrière chaque femme qui fait la gueule, il y a un mec qui se demande ce qu'il a fait de mal. Eh ben, on n'est pas câblé pareil. Faut que tu t'y fasses, t'inquiète pas, ça lui passera. Oh là là, on va dire que je suis un afro-misogyne, moi. Enfin bon, à la limite, le fait qu'on se comprenne pas, ça veut pas dire que les femmes elles sont moins bien ou mieux que les hommes, mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours simple d'être sur la même longueur d'onde. Allez, là-dessus, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.